Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast L'Investisseur transformé. Je suis votre animateur Ruben Antoine et aujourd'hui, nous allons continuer notre conversation sur la planification successorale que nous avons commencé dans le dernier épisode où nous avons parlé d'une étape importante à faire avant le décès qui est de préparer son testament. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le faire, je vous invite à aller écouter l'épisode sorti le mois dernier pour savoir plus sur pourquoi il est extrêmement crucial de mettre son testament en place. Aujourd'hui, nous allons survoler qu'est-ce qui se passe après le décès. Donc, quelles sont les grandes étapes pour liquider une succession et distribuer l'héritage aux héritiers, et ce, sans tracas. On va aussi voir c'est quoi les bonnes pratiques à suivre. On va voir qu'est-ce qui est dicté par la loi et qu'est-ce qui constitue des obligations pour les gens responsables, mais aussi comment éviter les pièges qui peuvent avoir, on va le dire là, des conséquences quand même significatives. Au centre de tout ce processus de gestion et de distribution de la succession et de l'héritage se trouve la personne la plus importante, qui est le liquidateur. C'est la personne qui est nommée dans le testament pour s'occuper de toute l'administration qui suit le décès. C'est lui ou elle qui a la responsabilité et les obligations de gérer et de coordonner chaque étape incontournable pour bien liquider une succession jusqu'à la distribution de l'argent et des biens aux héritiers. Donc, ça va de soi. Nous allons parler du liquidateur, nous allons parler de son rôle, mais aussi comment traverser chaque étape de liquidation sans faire de faux pas. Pour ce faire, nous sommes accompagnés par le notaire Hugo Fournier-Gendron du cabinet Gendron-Carpentier. Hugo est vraiment la bonne personne pour avoir sur ce podcast parce qu'il est spécifiquement spécialisé dans la planification successorale, le règlement des successions et la transmission du patrimoine, avec un accent quand même particulier sur les implications fiscales qui y sont liées. Donc, tous des sujets que nous allons toucher aujourd'hui. Et avec ça, je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Hugo, content de t'avoir sur le podcast L'Investisseur transformé. Merci, bonjour. Écoute, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on va faire cet épisode-là, mais on va parler d'un sujet très important. Avant qu'on commence de rentrer dans le sujet, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs et auditrices. Donc, on va commencer par, si tu peux nous parler un peu de toi et de ta pratique comme notaire, ça serait apprécié. Ouais, c'est ça. Ben nous, chez Gendron-Carpentier, on est spécialisé dans la planification successorale, puis en général aussi transmission de patrimoine, protection de patrimoine dans le contexte de l'inaptitude. Mais tu sais, on fait beaucoup de testaments fiduciaires, tout ça. Et moi, au bureau, je m'occupe aussi du règlement des successions en tant que tel. Je fais les deux, là. Je fais la planification, mais aussi, finalement, l'exécution par la suite. J'aide les gens à naviguer tout ça quotidiennement. OK, t'es la bonne personne pour avoir sur ce podcast-là. Ouais, c'est ça. bon. Puis j'étais avocat avant. J'étais barreau 2014, puis je suis devenu notaire il y a 3 ans environ. Mais ça fait maintenant, je pense, 7 ans là, que je fais de la planification successorale à temps plein, là, si on veut. Nous, on a une emphase vraiment... on n'est pas des généralistes, on fait pas d'immobilier, tout ça. On est vraiment axé sur planification successorale avec une emphase sur la fiscalité aussi, parce que c'est une grosse part de tout ça aussi, là. Tu parles de planification successorale, justement. On va aller à la base, la fondation, parce que dans successorale, on entend le mot succession. Et c'est drôle parce que hier, je parlais justement avec une cliente, puis on regardait un peu les données qu'on a sur nos dossiers par rapport à cette cliente-là. Et il y avait une petite case, là, on regardait ça ensemble. C'était écrit le bénéficiaire de ces comptes, c'est sa succession. Puis elle m'avait posé justement la question, puis ça, c'est hier, là. Elle m'a dit, pourquoi c'est succession? Pourquoi c'est pas écrit, mettons, mon mari? Je lui ai expliqué, c'est ton mari, ton bénéficiaire sur ton testament, mais il y a toute cette transition-là quand on décède, là, qui passe à travers la succession. Donc, justement, commençons par la base. C'est quoi une succession? Dans ce contexte-là, c'est comme quand on met le mot succession dans une désignation de bénéficiaire comme ça, ben ça revient à dire les héritiers. C'est les gens qui, éventuellement, vont recevoir les biens. Là, ça peut être par testament. Dans ce cas-là, c'est une succession testamentaire. Mais si on n'a pas de testament, ben là, c'est une succession légale.
selon les règles de la dévolution légale au terme du Code civil du Québec. Mais l'affaire, c'est que quand on veut dire c'est quoi une succession, ben c'est pas toujours simple de déterminer c'est quoi exactement parce que la loi le définit pas, là. C'est comme un moyen de recevoir des biens finalement. Des fois, je reçois des questions, est-ce qu'une succession, c'est une compagnie qu'on doit devoir incorporer ou une succession qu'on doit devoir incorporer ou toutes ces affaires-là? Non, c'est ça. C'est rien de tout ça. Ça se crée, ça s'ouvre automatiquement au décès. Puis, ben, c'est administré par le liquidateur de la succession. C'est lui, là, vraiment, c'est la personne qui s'occupe de tout régler ça. OK. Donc, c'est sûr que là, le but du podcast, c'est pas de rendre nos auditeurs et auditrices des experts. Il y a des personnes comme toi, s'ils sont dans ces situations-là où ils doivent gérer ça, de se faire accompagner pour comprendre tous les termes techniques et toutes les complexités, les tenants aboutissants de la gestion d'une succession au décès. Mais tu viens de parler du liquidateur ou de la liquidatrice, une personne très importante dans ces étapes-là. Puis, dans le dernier épisode, justement, on a traité du sujet du testament. On a survolé les divers rôles qu'on trouve écrits, justement, dans un testament, les liquidateurs, les bénéficiaires, les tuteurs. Mais aujourd'hui, le podcast, l'épisode d'aujourd'hui concerne particulièrement le liquidateur. Donc, même si on l'a survolé la dernière fois, j'aimerais quand même reprendre la question avec toi. Qu'est-ce qu'un liquidateur exactement? Parce que c'est un rôle vraiment important. Donc, justement, c'est quoi son rôle? C'est quoi ses obligations lors de la gestion et la liquidation d'une succession? Ben, c'est vraiment l'acteur crucial là, quand on règle une succession. C'est lui qui s'occupe de tout. C'est celui qui est autorisé à faire ça. C'est pas les héritiers eux-mêmes, c'est le liquidateur lui-même. Nous, on dit, il y a la saisine des biens du défunt. Tout simplement dire, c'est lui qui a le contrôle des biens de la succession. OK, ça, c'est important. C'est pas les bénéficiaires nécessairement, non. là. Écoute, mon papa est décédé, il est où mon argent? Donne-moi mon argent. Non, c'est pas ça, là. C'est ça, il faut clarifier ça, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment le liquidateur qui peut contrôler les biens. Puis d'ailleurs, les intervenants, là, la banque, tout ça, qu'on s'adresse à eux, ben, ils veulent savoir c'est qui le liquidateur. Parce que c'est lui qui a le droit de faire tout ça, pas les héritiers eux-mêmes, c'est vraiment le liquidateur. Grosso modo, son travail, c'est premièrement d'identifier c'est qui les héritiers. Parce que des fois, c'est pas si clair. C'est de déterminer aussi c'est quoi qu'il y a dans la succession, qu'est-ce qui tombe sous son administration, qu'est-ce que le défunt possédait, qu'est-ce qu'il devait aussi. Parce que là, ça, c'est bien important, puis on va en parler, mais c'est ça, les gens qui décèdent, ils ont des dettes aussi des fois. Ça peut être quelque chose de très, très important. Le liquidateur, c'est lui qui va payer ces dettes-là ou, au contraire, c'est lui qui va essayer de recouvrir les créances. Si des gens devaient de l'argent au défunt, ben, c'est le liquidateur qui va essayer de se faire payer. Et une fois qu'il a fait tout ça et qu'il a tout désentortillé les biens puis la structure de la personne, il paye les legs, il remet ce qui reste aux héritiers pour que eux, quand ils reçoivent ça, ils savent que tout est réglé, je me ferai pas, il y a pas quelqu'un qui va revenir après moi pour dire le défunt me devait telle affaire. Le but, c'est de tout nettoyer ça, là. C'est vraiment ça le travail du liquidateur. OK, puis justement, pour faire un lien avec le concept de succession qu'on parlait tantôt, quand la personne décède, tous ses actifs vont dans cette boîte-là, si j'appelle ça comme ça, qui est la succession. C'est ça que le liquidateur, il gère. Tant aussi longtemps que les biens sont dans la boîte, il gère ça pour s'assurer que, comme tu viens de dire, les dettes sont payées, le gouvernement, les impôts sont payés, et puis l'argent est investi en attendant, si c'était le cas. Donc, c'est pour ça que ça doit rester dans cette boîte-là que le liquidateur gère jusqu'à ce qu'il vide la boîte, puis là, la succession n'existe plus parce que l'argent a été distribué. Donc, juste pour mettre ça de façon imagée, là, la succession. Revenons au liquidateur. Quelques questions rapides, sous-questions, si je peux dire, sur le même sujet. Moi, on me nomme comme liquidateur. Est-ce que je suis obligé d'accepter? Mettons, je réalise un ami décède des années plus tard, puis on m'appelle, on me dit « Hey, il me l'avait pas dit. » On me dit « Hey, c'est toi qui es nommé sur son testament comme liquidateur. » Non, heureusement que non. On peut accepter ou refuser d'agir. Si on nomme quelqu'un comme liquidateur dans son testament, finalement, c'est comme on lui demande d'agir comme liquidateur. Ben, c'est un rôle quand même exigeant, là. Ça prend du temps, ça peut être compliqué. C'est pas un cadeau, là, agir comme liquidateur. Puis, est-ce qu'il peut y avoir plus d'un liquidateur dans un testament? Tout à fait. Il peut y avoir plus d'un liquidateur. C'est sûr que plus il y en a, plus c'est compliqué parce que là, on demande la signature de tout le monde. Ouais. Puis si, il y en a un nombre pair, mettons, ils sont 4 liquidateurs. Puis ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas, mais là, c'est ça, 2 contre 2, ça bloque. Mais oui, on peut avoir plusieurs liquidateurs en même temps. On peut aussi avoir des liquidateurs subséquents. Tu sais, t'en as parlé dans ton podcast. Ben oui, si la première personne ne peut pas agir au terme du testament, souvent on nomme des remplaçants parce qu'on veut. On a besoin d'un liquidateur. Exact. C'est drôle que tu dis ça, que ça peut rendre ça compliqué.
comme tu le sais, nous, on évolue dans la gestion de patrimoine, donc on fait souvent, sans être un expert comme toi, on fait souvent cette discussion-là avec nos clients et on les accompagne aussi, les liquidateurs, quand il y a quelqu'un qui décède. Mais quand on les aide à mettre leur testament en place, on leur dit souvent, tu sais, il y a des parents des fois qui ont tendance à, mettons, pour les liquidateurs, ils vont nommer tous leurs enfants. On va dire que c'est des enfants adultes, là. J'en ai 3, je les nomme les 3 comme liquidateurs. Ou pire, comme tu viens de dire, si c'est un nom de père. J'ai 2 enfants, je les nomme les 2. Ils s'entendent bien et tout. Nous, on a tendance à leur dire, vous savez quoi? Comme bénéficiaire, nommez les 2, c'est normal. Mais essayez de nommer un seul comme liquidateur. Et puis l'autre est là pour supporter s'il le faut. Mais des fois, les parents pensent que les enfants vont peut-être mal le prendre, mais il faut leur expliquer, c'est un travail, là, c'est une charge. Ah oui, oui. Donc, quand on explique la charge, peut-être que le frère va être content de dire non, tu t'en occupes en autant que j'ai mon argent. Puis au pire, soyez transparent avec pour que ça ne soit pas une surprise si vous pensez qu'un va mal le prendre, mais c'est beaucoup plus facile. Nous, on gère les actifs. S'il y a 4 enfants qui nous contactent puis ils s'entendent pas, c'est beaucoup plus facile qu'il y en a un seul qui nous contacte, mais qui fait le rôle pour après faire une bonne distribution aux 4. Oui, donc, tout à fait. je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Dernière sous-question sur le liquidateur, après je passe à autre chose. Si j'accepte d'agir en tant que liquidateur, est-ce que je dois faire une déclaration quelque part ou... Au Québec, on a un registre qui sert à plein de trucs, là, qui a un nom vraiment terrible, ça s'appelle le Registre des droits personnels et réels mobiliers. Puis l'acronyme est tout aussi terrible, là, c'est le RDPRM. Ben ça, il faut publier un avis comme quoi le liquidateur a été nommé, il a accepté d'agir, tout ça. C'est un avis de désignation du liquidateur qu'on inscrit dans ça, mais à part ça, il n'y a pas de... Souvent, c'est qu'on va avoir un document aussi notarié qui dit, bon, ben le liquidateur, c'est telle personne, parce que j'anticipe peut-être un peu, mais le liquidateur, quand il veut se faire reconnaître par les diverses institutions, ben il faut qu'il y ait un papier qui dit que c'est lui, là. Des fois, c'est le testament. Mais le testament peut être assez pour ça. Ouais, mais OK. si le testament prévoit que, bon, ben il nomme une personne en premier, mais là, cette personne-là peut pas agir, on tombe au deuxième, le deuxième peut pas, là, c'est le troisième qui veut se représenter, qui veut arriver à la banque pour dire, ben là, c'est moi le liquidateur. Dans ce temps-là, c'est bon d'avoir un papier notarié supplémentaire qui dit, bon, ben les 2 premiers, il y en a un qui est décédé, l'autre qui a refusé d'agir. Et donc là, c'est pour confirmer que c'est vraiment la troisième personne qui est la liquidatrice. Je comprends, parce que si on amène juste le testament, la banque va dire, ben non, mais moi, je vois une première personne, une deuxième personne. C'est ça, des fois, c'est pas suffisant. Ouais. OK, c'est pas mal clair. Quand on regarde le langage courant, des fois, on entend, oui, le mot liquidateur, mais des fois, on entend le mot exécuteur testamentaire ou exécuteur. Donc là, je sais que dans le reste du Canada, vu qu'il y a un différent système de loi, là, le common law, on utilise exécuteur à la place de liquidateur. Mais quand on revient au Québec, est-ce que c'est le même terme ou est-ce qu'il y a une différence entre exécuteur et liquidateur? C'est le terme ancien, parce qu'avant, on était sous le Code civil du Bas-Canada. Là, on a changé de Code civil dans les années 90. Puis là, la loi a changé. Maintenant, ça s'appelle le liquidateur. Mais tu sais, des fois, on va trouver des testaments qui ont été faits dans les années 70. Ils nomment un exécuteur testamentaire. Ben, c'est précisément la même chose. OK, c'est bon, ça clarifie ça. Donc là, quelqu'un décède, puis on est responsable de gérer les affaires, on est le liquidateur ou la liquidatrice, on est nommé sous le testament. C'est quoi la toute première chose qu'il faut faire après le décès de la personne? On va commencer avec les étapes, là. Aide-nous à comprendre. Au début, là, on recueille les documents essentiels, la paperasse essentielle. C'est toujours à peu près la même chose. Ça veut dire la preuve du décès. Il faut faire attention parce qu'il y a toutes sortes de documents qui circulent dans ces contextes-là. Le salon funéraire, il fait une attestation de décès. Des fois aussi, on a la paperasse du médecin qui est envoyée pour déclarer le décès, tout ça. Ça, c'est pas techniquement la preuve du décès. La preuve du décès, techniquement ou juridiquement, c'est vraiment émis par le directeur de l'État civil, tu sais, là, sur le papier bleu. OK, ouais. C'est comme les certificats de naissance. Exact. Oh, ouais, ça, c'est l'officiel. Ça, c'est la preuve du décès formellement. Ça s'appelle le certificat de décès ou la copie d'acte de décès. Ça prouve le décès. Mais là, c'est pas suffisant parce que, tu sais, on sait que la personne est décédée. C'est quoi sa succession? Est-tu testamentaire ou pas? Elle a-tu fait un testament ou non? Là, on le sait pas, tu sais. Ou en tout cas, les différents intervenants avec qui on va interagir, eux autres, ils le savent pas. Donc, ça nous prend, il faut faire absolument, c'est obligatoire, des recherches testamentaires. La notaire avec qui tu as fait ton podcast antérieurement, juste précédemment, elle en a parlé. C'est une recherche avec le Barreau du Québec et une recherche avec la Chambre des notaires du Québec. Parce que quand on fait un testament au Québec, que ce soit avec un avocat, c'est beaucoup plus rare, mais ou avec un notaire, nous, les notaires, on est obligés d'inscrire dans un registre de la Chambre des notaires que telle personne, elle a fait son plus récent testament avec moi. On fait une recherche au sein de ces registres-là qui émettent des certificats. Fait qu'il y a 2 certificats, là. Ces certificats-là peuvent attester que c'est avec Hugo Fournier-Gendron que la personne a fait son plus récent testament. Preuve du décès, certificat de recherche testamentaire.
Là, si la personne a fait un testament, le dernier document essentiel qu'il faut recueillir au début, ben, c'est le testament lui-même. Ça va permettre de prouver, bon, ben, c'est moi qui ai nommé liquidateur. Puis là, le testament peut prévoir des règles pour encadrer là, aussi comment que je vais agir comme liquidateur. OK, donc les 3 documents de base, puis je vois ce que tu veux dire parce que nous, en étant les gestionnaires d'actifs de nos clients, quand les clients nous contactent, on leur demande de commencer à faire des transferts des actifs vers le compte de la succession. On a besoin justement de ces 3 documents-là. Le testament notarié, les gens ont souvent une copie ou sinon ils peuvent contacter leur dernier notaire. J'y vais à l'inverse de comment tu les as listés. Donc le testament notarié pourrait être plus facile à trouver, sinon on contacte nos notaires. Les recherches testamentaires, on peut engager quelqu'un comme toi, un notaire, pour les chercher avec le barreau et la chambre du notaire. Mais la preuve, le papier bleu, là, la preuve du décès, comment qu'on l'obtient? Ben, souvent, le salon funéraire, il offre de faire la demande pour la famille. En même temps qu'ils déclarent le décès, ils disent, ah, ben, on peut aussi faire la demande pour que vous puissiez l'obtenir, là, qu'ils vont vous l'apostiller. Mais les gens peuvent la faire eux-mêmes sur le site du directeur de l'État civil aussi, là. Exact, exact. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, quand on me pose la question, je dis, juste pour faire avancer la chose, demander au salon funéraire de le faire tout de suite, ça enlève une autre étape. Ouais, parce que c'est souvent assez long d'obtenir ça, là, surtout ces temps-ci, là. Exact. C'est parce qu'il y a énormément de décès aussi, fait qu'il y a une grosse demande, là, au sein du directeur de l'État civil, là. Oh oui, mais on le sait, tout ce qui est gouvernemental, il y a souvent des retards. Hugo, quand on regarde dans les films américains, là, on voit souvent la fameuse scène là, où il y a un notaire ou un avocat qui, au décès d'un membre d'une famille, s'assoit avec tous les autres membres de la famille dans une salle, sort le testament d'une enveloppe et puis commence à le lire devant tout le monde. Et puis là, drame, tu sais, c'est là qu'on apprend que papa ou maman a laissé toute la fortune à personne dans la salle, mais aux petits cousins éloignés. Et puis là, après, il y a les complots et les plans machiavéliques qui commencent. C'est sûr qu'on est très influencé par Hollywood. Est-ce que dans la vraie vie, ça se passe comme ça ou... Moi, ça m'est pas vraiment arrivé, personnellement, d'avoir à faire ça. C'est souvent comme assez théâtral, là. C'est parce que souvent, les gens, ils savent d'avance qu'est-ce qu'il y a dans le testament aussi. Ouais. C'est rare que les gens sont surpris tant que ça, là. Il faut dire aussi que quand on le voit comme ça dans les films et dans la vraie vie, premièrement, les notaires n'ont pas comme rôle d'appeler tous les membres de la famille et de les mettre dans une salle. Et les liquidateurs sont pas obligés, ils n'ont pas une obligation de lire le testament devant, genre, les 15 personnes de la famille, là. Non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si c'est la loi aux États-Unis, là, mais... C'est vrai qu'en plus, dans ces scénarios-là, dans les films, il y a toutes sortes de monde qui n'ont aucun rapport dans la salle, tu sais. Il y a comme les cousins, les cousines, les gens. Exact. Tout le monde veut leur part, oui, c'est ça. Tout le monde vient voir ça, là, mais il n'y a pas de procédure obligatoire comme qui ressemble à ça du tout là, dans la loi au Québec. Là. Exact. Donc, je vais toujours utiliser ce podcast-là aussi pour déboulonner quelques mythes là, ou de croyances populaires. Mais reviens au testament. Si le testament n'est pas notarié, on en a parlé dans les podcasts, il peut y avoir différents types de testaments, là, le holographe ou devant témoin. Mais on va dire que le testament n'est pas notarié, que c'est un document écrit à la main dans le fond d'un tiroir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tout de suite, après qu'on ait obtenu les documents essentiels qu'on parlait, mais là, on n'a pas de testament notarié, on a un testament holographe. Mais là, il faut le faire vérifier. C'est l'étape qui suit tout de suite après pour le liquidateur. C'est de faire la procédure de vérification, en anglais probate. Puis là, ça veut dire, si le testament est holographe, c'est-à-dire qu'il a été écrit à la main par le défunt, ben là, c'est ça. Il faut trouver quelqu'un qui connaît l'écriture manuscrite du défunt puis lui faire confirmer. C'est dans le cadre d'une procédure judiciaire, là. C'est vraiment une procédure avec toutes les règles de cour, tout ça, que la personne, oui, c'était vraiment ça, son écriture. Et si c'était un testament fait devant témoin, que un des témoins doit venir dire, oui, j'étais là. T'sais, des fois, c'est compliqué parce que des fois, les gens, ils sont très âgés. Puis là, ils ont fait leur testament, c'était il y a 40 ans. Tracer ces gens-là, c'est pas toujours facile, là. Ouais, puis ça peut toujours être contesté aussi, là, hein? Ah oui, après, c'est ça, le risque de contestation est beaucoup plus élevé, hein, parce qu'on sait pas non plus la personne, est-ce qu'elle a refait un testament après? Il y a pas de registre, là, pour ces trucs-là, là. Ouais, morale de l'histoire, beaucoup plus simple d'aller voir le notaire et d'avoir un testament notarié. Ouais, beaucoup plus simple d'aller voir un notaire. En fait, on se sauve pas vraiment des notaires dans ces scénarios-là, c'est plate, mais si on n'a pas fait de testament notarié, ben, il faut aller voir souvent un notaire pour le faire vérifier de toute façon, tu sais, le testament holographe qu'on aurait fait. Exact. Puis ça peut coûter plus cher. Ah oui, ça coûte plus cher, c'est plus long, c'est moins certain quel genre de résultat ça peut obtenir. Non, un testament notarié, il est comme pré-vérifié, c'est beaucoup plus simple, hein. C'est quoi les autres pièges, s'il y a lieu ou écueil à éviter? Quand on arrive à ce stade-là, qu'on a les documents essentiels, des fois, c'est tentant de dire, bon, je suis le seul héritier, je connais à peu près la situation du défunt,
Je vais aller vite, là, ça me tente pas là, de laisser la succession ouverte à 1 an et demi, 2 ans, parce que des fois, ça peut être ça. Là. Je mélange tout avec mes biens, puis advienne que pourra. Là. Ça, c'est risqué. Il faut faire bien attention. C'est vraiment un piège à éviter. Il faut faire ses devoirs avant de tout mélanger les biens du défunt avec les siens, parce que là, ça entraîne une acceptation tacite de la succession. Ça veut dire qu'on accepte la succession, on est présumé l'avoir acceptée. Là. Dans ce temps-là, ça veut dire, ça se pourrait qu'on soit, si la succession finalement est insolvable, ça peut arriver. Des fois, on ne sait pas ce que les gens ce qu'ils avaient fait dans leur vie, là, tu sais. Insolvable, genre, il y a plus de dettes que d'actifs dans la succession. Il y a plus de dettes que d'actifs. Si on n'a rien fait, on a tout mélangé avec les biens, puis on a procédé très rapidement, très imprudemment, ben là, on est tenu de payer les dettes du défunt, même en excédent de ce qu'on a reçu. Mais ça arrive. Alors que si on n'avait pas mélangé les biens encore, on avait pris le temps de regarder les affaires, puis on voit qu'il y a plus de dettes que d'actifs, on a le droit de dire, en tant que bénéficiaire, en tant qu'héritier, moi, je décide de ne pas accepter ces successions-là. Tout à fait. Puis là, ça va faire qu'on ne va rien recevoir, mais on n'aura pas à payer les dettes. Ben oui, c'est ça. C'est quand même hérité de dettes, c'est pas très intéressant. Là. Mais justement, Hugo, là-dessus, si la succession est en effet insolvable, que peut faire en fait le liquidateur ou qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ce cas-là? Ben, il regarde les biens du défunt, puis il y a plus de dettes que d'actifs, là, puis que la succession s'enligne pour être insolvable. Là, il y a tout un autre ensemble de règles qui s'appliquent. Le liquidateur, il peut pas payer aucune dette, ni aucun legs. Même si, souvent, c'est agaçant parce que là, il y a des dettes qui doivent être payées, les intérêts s'accumulent. C'est stressant, là. Mais non, il n'a pas le droit de payer quoi que ce soit. Il doit faire une proposition de paiement, qui est comme un document dans lequel on détermine, on peut pas payer tout le monde. Donc, voici ceux qui ont la priorité selon des règles très précises. Puis là, il faut réduire le paiement qu'on va accorder à chacun de telle façon. Ça, cette proposition de paiement-là, elle doit être entérinée par le tribunal. Ça devient beaucoup plus compliqué, là. Ça ressemble quasiment aux gens qui ont trop de dettes puis qui font faillite, une proposition de consommateur, puis là, il faut comme s'entendre comment qu'on va payer tout le monde. Donc, ça ressemble quasiment à la même chose. Ouais, c'est un peu la même idée, c'est ça. OK, vraiment intéressant. Donc là, on parlait de dettes. Revenons avec tout ce qui est justement, on est encore dans une succession. Il y a des biens tangibles, une maison, une auto, les affaires personnelles. Il y a des dettes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Tout ce qui est les biens du défunt, ce qu'il possédait, les biens tangibles, mais aussi ceux qui sont intangibles, des investissements, tout ça. Les actifs financiers, ouais. Là, le liquidateur, au début, il doit faire un inventaire de ces biens-là. Puis là, ça a l'air bien anodin, là, tu sais, non. Souvent, les gens, je leur parle de l'inventaire, puis là, c'est comme, je sais qu'est-ce qu'il y a, mon père, il n'y avait pas de dette, je me trouve un peu fatigant de leur parler tout le temps de l'inventaire, mais c'est vraiment important d'insister là-dessus. Premièrement, parce que la loi l'oblige, sauf si l'unanimité des héritiers disent au liquidateur, on te dispense de le faire. Mais si. OK, donc s'ils disent ensemble, on te dispense de le faire, c'est pas une obligation. Sauf que là, c'est crucial de comprendre que s'ils font ça, qu'il y a plus de dettes que d'actifs, là, on revient à ce que je disais, ils sont tenus de payer toutes les dettes du défunt, même en excédant de ce qu'ils reçoivent de sa succession. Je comprends. Fait que si on fait pas d'inventaire, c'est ça le résultat, là. C'est pour ça que c'est important de faire l'inventaire, ça protège les héritiers. Puis ça leur permet de dire, j'accepte ou je renonce à la succession. Et ça leur permet aussi d'un peu de surveiller le liquidateur pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il administre? Et tu sais, ça nous prend un point de départ, là, pour savoir, parce que le liquidateur, il fait des comptes rendus une fois par année, puis un compte rendu final. Mais si on n'a pas d'inventaire au début, là, qu'est-ce qu'il administrait? On ne sait pas, là, tu sais. OK, c'est un bon point. Puis on vient de parler de l'impact d'une succession insolvable avec plus de dettes. Je suis d'accord avec toi, là. Si on met pas sur papier ou n'importe quelle forme que ça prend, là, je dis sur papier, ça peut être sur Excel ou quoi que ce soit, mais si on met pas sur un document, on prend pas le temps de regarder la vision globale de qu'est-ce qu'on détient et qu'est-ce qu'on doit. Des fois, c'est pas clair, justement, pour les héritiers. Est-ce que j'accepte ou je renonce à cette succession-là parce que j'ai pas pu voir si c'est insolvable ou non? Mais qui fait l'inventaire? Je te pose la question parce que par expérience, des fois, j'ai eu des clients qui sont comme « Mais mon notaire, c'est-tu lui qui fait l'inventaire? » Mais c'est pas vraiment le notaire qui est responsable, hein? Non, c'est pas vraiment le notaire qui est responsable, c'est le liquidateur. C'est une de ses fonctions cruciales, c'est de dresser la liste de ce qu'il possède. Mais c'est pas juste un fichier Excel dans son coin, là. Il y a des formes précises à l'inventaire. Soit il doit être signé devant 2 témoins, parce que c'est un document, tu sais, comme je disais, ça a l'air anodin, mais c'est un gros truc, là. Et soit signé devant 2 témoins ou signé devant un notaire. Des fois, le notaire il est appelé à intervenir pour justement le rédiger, l'inventaire de la succession. Et une autre chose très, très importante, il faut publier un avis, 2 avis en fait, que l'inventaire a été clos. Le premier, c'est le registre légal que je parlais tantôt, dont je me plaignais du nom, c'est le RDPRM.
Et le deuxième, ben, c'est un peu anachronique, c'est dans un journal qui est publié sur papier dans la localité du défunt. Wow, 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 Hugo, laisse-moi t'arrêter. OK? Quand on va dans les médias, là, tout ce qu'on entend, c'est que les journaux papier disparaissent de plus en plus parce que les géants du web prennent tous les revenus de publicité. Donc, à l'avenir, ou maintenant ou à l'avenir, comment ça va être publié dans un journal local sur papier? Ben, mais là, moi, je pense que la loi elle va finir par changer là-dessus. Mais entre-temps, il faut encore publier papier. Puis il y a le devoir publier encore papier à la grandeur du Québec. Fait que nous, c'est ce qu'on fait, là. On utilise souvent le devoir. C'est un petit avis. Le contenu de l'inventaire n'est pas publié, là. C'est juste dire, ben, si vous êtes un créancier du défunt, finalement, c'est ça le but, là. Si vous êtes un créancier du défunt, si le défunt vous devait de l'argent, sachez qu'on a fait un inventaire puis que vous pouvez venir voir le liquidateur pour dire, ben moi, j'ai une dette qui apparaît pas dans l'inventaire. C'est ça le but, là, c'est de prendre public le fait que, ben, on est en train de liquider la succession, qu'on a fait la liste de ce qu'il possédait, on va payer les dettes qui sont dans l'inventaire, là. OK, c'est pour donner la chance aux gens de pouvoir lever leurs mains et dire cette personne-là, ce défunt-là me devait de l'argent. C'est ça qui permet finalement de dire après, ben, les héritiers, ils ont fait leur devoir, ils ont rendu public qu'ils s'apprêtaient à payer les dettes de tout le monde par l'entremise du liquidateur. Puis qu'après, ben, la loi les protège. Tu sais, elle dit, ben non, là, vous avez publié ça, c'est correct. Donc, si jamais, parce que des fois, on ne sait pas s'il y avait plus de dettes que d'actifs par la suite. Des fois, il y a des dettes qu'on connaissait pas, tu sais, qui peuvent survenir. Oh ouais, si papa était, j'utilise un exemple extrême, là, avait des problèmes de jeu, là, aller jouer ou quoi que ce soit, là, qui sait, là. Ou que, tu sais, il est poursuivi pour un acte qu'il a fait pendant qu'il était vivant, mais sa succession est poursuivie, puis que là, la succession devient insolvable. Ou que, mettons, il payait pas ses impôts jamais, puis on le savait pas. Dans tous ces cas-là, ben non, les héritiers sont protégés. Ce qu'ils ont reçu de la succession peut être utilisé pour payer ces dettes-là, mais pas en excédent de ce qu'ils ont reçu. Mais un créancier avec cette publication-là dans un journal, un créancier potentiel à combien de temps après la publication pour lever sa main pour dire hey, ce défunt-là me devait de l'argent, c'est ad vitam aeternam, ça? Ou... Non, c'est pas ad vitam aeternam. Il y a 3 ans après que la succession soit complétée, qu'après qu'on a liquidé la succession, que là, on reviendra, là, mais que le liquidateur a fait son compte. Il a publié un autre avis, là, qui dit, dans le même registre légal que je déteste, il a publié un avis qui avait terminé son travail de liquidation. Là, à partir de ce moment-là, il y a 3 ans pour les créanciers potentiels qui viendraient dire, ben, le défunt me devait quelque chose. Donc, c'est pas ad vitam aeternam. On fait la blague sur le nom du registre et puis l'acronyme, mais tu l'as mentionné une couple de fois à quel point il faut faire diverses publications au début et pendant la gestion de la succession. Et ça montre à quel point, j'imagine, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Mais en général, on s'entend là, quand on perd quelqu'un, on est déjà en train de gérer nos émotions. On gère aussi tout le fardeau administratif de gérer une succession. Donc, c'est là que les gens peuvent voir la valeur de se faire accompagner par un expert comme toi, un notaire, pour justement les guider à travers, écoute, là, tu es rendu à telle étape, il faut que tu ailles publier ça pour que ça soit fait dans les bonnes pratiques. Oui, puis là, ça, on le publie pour eux, là. Et notre discussion montre aussi à quel point c'est crucial, même si ça pourrait ne pas être une obligation si tout le monde ne vote pas de faire un inventaire, là, mais c'est crucial de faire un inventaire. Nous, de notre côté, Hugo, c'est sûr que vu qu'on gère les actifs financiers de nos clients, on les aide à faire l'inventaire au décès, là, du côté de ce qu'on voit, là, les valeurs au décès. Mais ce que je trouve bien avec l'inventaire, qu'on aide les clients à le faire, c'est que ça nous aide aussi à estimer l'impact fiscal au décès parce qu'une question que les clients ont pour nous, c'est comme, ils doivent faire toutes ces étapes-là légales et successorales. Mais écoute, moi, je dois commencer à préparer la déclaration d'impôt du défunt, là, la dernière déclaration d'impôt. Je dois mettre quelque chose là parce que on va en parler tantôt, quand on décède, tout est assumé d'être vendu. Quelle valeur je mets? Donc, en faisant l'inventaire, on vient de, c'est quoi l'expression, tuer deux oiseaux avec la même pierre, là, parce qu'on commence à estimer la dette fiscale au décès aussi. Tout à fait. Puis, Hugo, on continue sur le sujet des divers biens allégués. Quand on va plus du côté des actifs financiers, soit les comptes bancaires, les placements, qu'est-ce qui se passe avec ça? Que faut-il faire? Bien là, les comptes bancaires, tout ça, les comptes de placement qui peuvent être avec des institutions comme la tienne, c'est le liquidateur, encore une fois, qui doit s'adresser à eux pour aviser les institutions du décès. Pour ce qui est des comptes bancaires, ben là, souvent, ce qu'on fait, c'est que le liquidateur ouvre un compte bancaire, un compte chèque, là, tu sais, de succession auprès d'une institution financière. Puis, il prend tous les comptes bancaires du vivant, puis il met le solde dans le compte de la succession. Il ferme les comptes du défunt, parce que là, de toute façon, on veut pas qu'il y ait toutes sortes de comptes encore existants, là. Pour ce qui est des comptes d'investissement, les REER, ces affaires-là, ben, pendant qu'il règle la succession, on va mettre ça au nom de la succession. Donc, il doit aviser
l'institution financière, etc. T'sais. Je peux peut-être aussi parler des biens comme de la maison, des immeubles. Les immeubles, il y a vraiment une particularité pour ça, pour ce qui est de tout immeuble, terrain, maison, chalet. Quand c'est au Québec, il y a le registre foncier au Québec. Quand on regarde le registre foncier, c'est là qu'on voit qui est le propriétaire de la maison. On voit l'acte de vente. Là, des fois, il a acheté la maison en 71. Mais là, il faut qu'on publie quelque chose au registre foncier pour une autre dire, publication la maison, dans un autre une autre registre. publication, grande public, dans le fond, c'est pour dire, c'est qui maintenant le propriétaire de la maison à la suite du décès? Ça, c'est un document qui doit être fait avec un notaire qui s'appelle une déclaration de transmission. OK. Puis le propriétaire va être la succession ou va être le bénéficiaire? Non, là, par un genre de technicalité, on met tout de suite le nom de l'héritier. OK. Même si, pendant qu'on règle la succession, on vendrait la maison. Ça se peut, tu sais. OK, je comprends. Mais même si la maison, elle va jamais finalement être remise techniquement à l'héritier, on doit quand même publier ce machin-là, la déclaration de transmission. Parce que là, ça permet de dire le produit de vente, là, quand on vend la maison, c'est destiné à qui, là? C'est aux héritiers, tu sais. C'est la succession temporairement, mais à terme, ça va être les héritiers qui reçoivent le produit de vente de la maison, tu sais. OK, je comprends. On a parlé beaucoup de liquidateurs, des héritiers, rôles, responsabilités, droits de chacun. Si on va un petit peu plus précis, qu'on pense, on décède, il y a un conjoint survivant, il pourrait avoir des enfants mineurs. C'est quoi les droits du conjoint survivant ou des enfants mineurs durant le processus de liquidation? Bon, là, au Québec, on a une liberté totale de faire notre testament, c'est-à-dire qu'on peut déshériter nos enfants, notre conjointe mariée, tout ça. On pourrait être avec quelqu'un pendant 20 ans, on a des enfants, mais on laisse tout à une autre personne tierce. On peut dire dans notre testament, je lègue tout ça à mon cousin, là, comme dans l'exemple dramatique. Là. Des films américains. Ouais. Par contre, ça n'empêche pas que, là, je parle vraiment pas conjoint de fait, mais conjoint marié. Il y a des droits qui résultent du mariage aussi, en parallèle à ce qu'on dit dans notre testament. Mettons, moi, je suis marié avec ma conjointe, on n'a pas de contrat de mariage, on est selon le régime légal au Québec, la société d'acquet. Mais techniquement, la valeur de tout ce qu'on a accumulé ensemble, ou presque, depuis le jour de la célébration de notre mariage, on doit partager ça en deux, grosso modo, tu sais. Il y a les biens du patrimoine familial, je rentrerai pas là-dedans. Qu'importe ce qui est dit dans le testament. Ouais, c'est ça. C'est avant qu'on règle le testament. Les gens ne savent pas ça, mais le mariage s'est terminé au décès. Et puis là, il faut régler les droits du mariage avant même, c'est une dette de la succession, là. Tu sais, ça peut être une dette de la succession. OK, si je comprends bien, là, je vais utiliser un chiffre. Je me marie avec ma conjointe. À partir du mariage, on a acheté une maison, puis on a commencé à accumuler un compte de placement quelconque. Si c'est le REER, ça rentre dans le patrimoine familial. Si c'est hors REER, il y a la société d'acquet. Mais le principe est, à partir du mariage, toute l'accumulation de la valeur dans la maison et ce compte de placement-là nous appartient aux deux à cause du mariage. On va dire 50-50. Elle est partageable quand le mariage se termine. Oui, mais puis là, on va dire que dans mon testament, là, je parle pas de moi, là, c'est un scénario, j'avais une relation extra-conjugale et puis je décide de laisser, j'écris tous mes actifs vont à cette blonde-là, OK? Et ça veut dire que même si on pourrait penser que toute la maison et tous les actifs qui étaient à mon nom, on va dire, va à cette blonde-là, en fait, à cause du mariage, la moitié va aller à ma conjointe mariée. La conjointe mariée peut demander... Même si le testament dit le tout. C'est ça, exact. Quand on règle la succession, la conjointe va pouvoir demander la valeur de ses droits dans le mariage, là, avant qu'on distribue les biens aux héritiers. Selon le testament. Fait que ça, c'est un truc très, très important parce que des fois, ça vient tout mélanger les quatre, là, parce que les gens, ils prévoient quelque chose dans leur testament, ils veulent tout léguer à leur enfant, mettons, mais ils sont mariés avec une autre femme qui est pas, mettons, la mère des enfants. Là, il faut prendre ça en compte, là, parce qu'elle pourrait demander une grosse somme à la succession, possiblement. Puis les enfants mineurs, eux, ils ont un droit particulier? Là, en parallèle à tout ça, il y a aussi une protection pour les enfants mineurs et aussi la conjointe, qui est ce qu'on appelle, nous, la survie de l'obligation alimentaire. Ça veut dire que quand on a des enfants, aussi quand on est marié, on a une obligation de soutenir en aliments, si on veut, nos enfants, notre conjointe. Cette obligation-là de soutenir est survie pendant un certain temps après le décès. Puis là, les héritiers, justement, non. Si c'est pas des héritiers, nos enfants ou notre conjointe, qui reçoivent pas assez, ils peuvent dire, moi, j'aimerais qu'on me donne une somme de la succession au titre de la survie de l'obligation alimentaire. Donc là, la loi le détermine. Ils peuvent demander une somme d'argent en fonction de différents paramètres. Puis ça aussi, c'est une dette de la succession. Ce qui est bon de savoir, c'est que
la conjointe, les enfants, leur tuteur ou tout ça, ils ont 6 mois pour faire cette demande-là à la succession. Oh, wow, OK. Ouais. Hey, il y en a des choses, hein. J'aurais jamais cru que discuter de liquidation de succession aurait été aussi Ah, intéressant. Tellement il y a tu sais, des fois, tout ça, tu conjugues, là, puis là, ça devient vraiment compliqué, là, des fois, en pratique. Ouais. Puis on gère en plus les gens. Il y a souvent des émotions là-dedans aussi. Ben oui, Les c'est souvent dynamiques les gens, familiales comme ça, là, des fois, ça crée des mésententes c'est ou des des... cons- En tout cas, bref. oui, c'est des contextes qui sont souvent extrêmes pour les gens, parce que c'est des moments charnières dans la vie des gens, quand même, là. Exact. J'ai parlé tantôt, Hugo, du côté fiscal. Donc, allons justement du côté des impôts. Quand quelqu'un décède, il y a une dernière déclaration d'impôt à faire pour le défunt. Ouais. Puis le liquidateur ou la liquidatrice est responsable de s'occuper de ça. Il peut être accompagné par des comptables. Mais c'est quoi qu'il faut savoir à ce sujet-là? Ben, finalement, ça couvre la période entre le 1er janvier de l'année du décès jusqu'au jour du décès, là. Tu sais, pendant cette période-là, la personne était toujours vivante. Puis c'est comme si son année fiscale, c'était une année moindre que l'année civile, là, évidemment, là, Mais pour les revenus gagnés pendant cette période-là. pour les revenus qu'elle aurait gagnés effectivement durant cette période-là. Puis là, ça inclut, là, j'anticipe un peu aussi, ben, tout ce qui est disposition réputée. On va en reparler, là, peut-être, là. On peut en parler justement. Moi, je suis décédé, on va dire, le 30 juin. Donc là, pendant les 6 premiers mois de l'année, je gagnais un salaire. Donc, Ouais. puis c'est mon seul revenu, on pourrait penser, c'est le seul revenu à déclarer, là, et puis les déductions, quoi que ce soit, là. Mais ce que tu fais référence à, puis je saute là-dessus, c'est si j'avais aussi un compte REER, un compte non enregistré, un immeuble à revenu, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ben là, l'impôt dit, c'est comme si tu avais vendu tous tes biens, disposé de tes biens une fraction de seconde avant ton décès. Même si c'est pas le cas, là, mais pour fin d'impôt. Même si c'est pas le cas, c'est purement fictif, mais c'est au point de vue de l'impôt. Dans le fond, là, le but, c'est de taxer le gain en capital qui était latent sur ces biens-là. Donc, mon immeuble à revenu, si je l'avais acheté pour 300 000 il y a plusieurs années, il vaut 1 million maintenant. Ben, c'est comme si au décès, il y a un 700 000 de gain en capital à déclarer. Oui, puis là, c'est ça. Si j'avais un REER qui valait 400 000, ben, c'est comme si j'avais encaissé mon REER de 400 000 au décès, en plus de mon revenu que j'ai fait, là, on va dire 50 000 par année là, pour les 6 mois. Donc, ça peut être énorme comme Ça facture peut fiscale. être énorme, parce que des fois, les gens, ils ont aussi décidé, quand ils ont une entreprise, ben, leur action dans l'entreprise, ben là, et quand ils ont souscrit à ces actions-là au début de leur vie, ça valait rien. Et là, maintenant, à leur décès, ça vaut plusieurs millions. Là, il y a un impôt sur le gain en capital de ça, là. Donc, des fois, les gens s'attendent pas à ça, mais dans leur dernière déclaration de revenus, il peut avoir beaucoup plus de revenus qu'on pense. Puis là, le REER, c'est un exemple aussi, là, parce que ça, c'est la valeur entière du REER qui est rajoutée comme revenu dans la dernière année. Faire, même chose, le REER qui s'est transformé au 71e anniversaire. Ça, c'est obligatoire, évidemment. Il faut déclarer ça à l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec aussi. Et puis là, ben, il faut respecter les délais aussi, là. Tu sais, le liquidateur doit s'assurer de respecter les délais. Les délais, c'est un peu comme les vivants la plupart du temps. Dans le fond, si une personne décède, ben, sa déclaration de revenus est due l'année suivante, comme les vivants en avril, là. Mais par contre, il y a comme une petite exception dans la loi. Si la personne est décédée le 1er novembre ou après dans l'année, l'impôt donne un petit peu plus longtemps parce que, tu sais, ils savent que c'est long régler la succession. Fait que là, dans ce cas-là, c'est 6 mois après le décès. OK, ils veulent donner un peu plus de temps parce que Oui. avril arrive plus vite dans ce cas-là. Ouais. Puis là, j'en profite pour dire, parce que là, on parlait de la déclaration de revenus du défunt en soi. Mais là, tu sais, dans l'année, là, je disais, on déclare ses revenus du début de l'année jusqu'au jour de son décès, mais après, il y a d'autres journées dans l'année, évidemment, là. Ah, si je reprends, je suis décédé le 30 juin. Du 1er janvier au 30 juin, c'est la déclaration d'impôt du défunt. Oui. Mais après le 30 juin, s'il y avait des placements ou des biens, ils sont encore là. Puis ils gagnent encore des revenus. C'est ça. Ils sont encore là. Il y a des revenus qui sont générés. Là, ils sont régénérés dans la succession, ces revenus-là. Mais la succession elle-même, elle doit faire un rapport d'impôt aussi. OK, donc tant que la succession est ouverte, elle doit faire un rapport d'impôt qui est un rapport d'impôt de fiducie, là, mais c'est... Ouais. On n'est pas sorti du bois en termes de... Non, on n'est pas dans un vide. de faire des déclarations fiscales. C'est ça. Fait que c'est une autre chose à garder en tête pour le liquidateur. Il faut qu'il contacte son comptable pour dire aussi, ben, la succession en soi, il y a aussi des revenus à déclarer, il y a aussi des déclarations de revenus à faire. Oui, et puis c'est seulement quand on continue dans la chaîne de déclaration de revenus, déclaration d'impôt personnel du défunt,
Après, les revenus sont gagnés dans la succession, déclaration d'impôt de la succession. Chaque année, aussi longtemps que la succession est ouverte. Oui. Et c'est seulement quand la succession est fermée, les biens distribués aux bénéficiaires, que les bénéficiaires vont juste continuer à faire leur déclaration personnelle qu'ils faisaient, mais avec ces nouveaux biens et ces nouveaux revenus. Si on revient avec les actifs qui sont réputés être vendus, disposés ou vendus au décès, puis là, il y a cette grosse facture fiscale-là, qu'est-ce qu'il y en est de la résidence principale, des CELI? Surtout la résidence principale, des fois, c'est le plus gros actif des gens, là. Quel impact qu'il y a? Ben, la résidence principale, c'est finalement comme quand on la vend de notre vivant, on a une exonération sur le gain en capital sur notre résidence principale. Donc, ça s'applique aussi au décès. Donc, ça, cet actif-là, il est réputé être disposé, mais ça donne pas de facture d'impôt sur ça. Ça aide beaucoup. Ça va de soi. C'est cohérent avec le traitement de la résidence principale. C'est ça. Puis le CELI, ben, c'est un peu la même chose dans le sens où quand on sort de l'argent du CELI, ben, cet argent-là, c'est pas un revenu, c'est pas imposable. C'est la même chose. Le CELI, ben, il reste, c'est-à-dire, il cesse d'être un CELI normalement, là, j'anticipe un peu. Il cesse d'être un CELI, mais les biens, cette valeur-là est pas imposable, là, entre les mains du défunt. Exact. Encore une fois, il pourrait avoir une grosse facture fiscale au décès. Il faut faire les déclarations d'impôt. On fait la déclaration d'impôt parce que plus tôt, Hugo, on parlait des dettes que la succession pourrait avoir à couvrir, des dettes du défunt, etc. Mais justement, l'impôt est une dette qu'il faut être sûr de s'assurer de payer. Là, on ne veut pas être en problème avec nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques une fois qu'on fait la déclaration d'impôt pour s'assurer que justement le gouvernement ne peut pas nous appeler 2-3 ans plus tard et puis on a reçu l'argent, on a fermé la succession puis nous dit « Hey, tu nous dois de l'argent, là! » Ben là, le liquidateur, lui, pour ce qui est de l'impôt, là, il doit faire une demande au gouvernement d'examiner les impôts pour s'assurer que le défunt de son vivant, il a tout bien payé. Et à la suite de ça, ben, le liquidateur, il obtient des certificats de décharge. Ça, c'est un autre point important. J'achale les gens avec ça souvent, là. C'est qu'avant de distribuer des biens, le liquidateur doit obtenir les certificats de décharge. Parce que s'il le fait pas, puis qu'il remet des biens aux héritiers sans les avoir obtenus, il est lui aussi tenu de payer personnellement la dette fiscale du défunt s'il y en a une. Le liquidateur. Ouais, le liquidateur qui, même si c'est pas un héritier... Ça, c'est important. Le certificat de décharge, ça, c'est un document que le gouvernement envoie où il dit « Je vous confirme que vous ne devez plus d'argent ». C'est ça, là. Donc, des fois, moi, je suis liquidateur, on va dire, d'une succession, mais je suis pas le bénéficiaire. J'aide une famille, d'un ami. Ouais. Les bénéficiaires ou les bénéficiaires peuvent être dans une situation où ils sont comme « Hey, peux-tu nous envoyer notre argent, là? Nous, on a l'hypothèque à payer ou quoi que ce soit. » Puis là, il peut avoir un petit peu d'impatience ou de tension si le liquidateur, il dit « Moi, je veux attendre de recevoir le certificat de décharge du gouvernement avant de vous donner de l'argent. » Mais là, tu es en train de me dire que s'il cède à la pression, il distribue l'argent et le gouvernement revient après, le liquidateur qui n'est pas l'héritier, qui ne reçoit aucun argent, peut être responsable de la dette du défunt? Oui, tout à fait. Ah! Tout à fait. Il peut être tenu de payer l'entièreté, là. Tu sais. OK. Il faut vraiment attendre ce certificat-là. Là. Ne cédez pas à la pression des bénéficiaires. Oh non. Puis cette pression-là, effectivement, c'est vraiment un critère, c'est-à-dire un facteur qui est souvent là parce que les gens trouvent que c'est long. Puis du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui est si compliqué? Tu sais? Ouais. Mais non, tu sais, il faut faire les étapes là parce que ça peut être quand même assez grave si on les fait pas. Là. Ouais, on peut être tenu responsable. On veut pas faire peur aux gens là par rapport à la facture fiscale, mais c'est vrai que si quelqu'un a été un bon économe pendant sa vie et se ramasse avec un REER de 700 000, on s'entend là. C'est quasiment la moitié qui pourrait aller au gouvernement. C'est un taux de 53 % là. Donc, est-ce qu'il y a des planifications fiscales à faire avant ou après le décès pour mitiger cette facture fiscale-là au décès? Oui, c'est un peu ça qu'on fait aussi ici au bureau, c'est d'examiner qu'est-ce qui s'offre aux gens. Il y a quand même différentes options. De loin, la plus fréquente, c'est de léguer ses biens au conjoint. Parce que là, il y a un roulement entre conjoints, il n'y a pas d'imposition immédiate. Donc, tous les biens qui sont légués au conjoint, là, ce que je disais, de l'imposition, de la disposition réputée, tout ça, ça s'applique pas, là. Tu sais. OK. Le REER, l'immeuble à revenus, sans impôt si ça va au conjoint. C'est transféré sans impôt au conjoint, mais le bien, tu sais, il garde ses mêmes caractéristiques fiscales, là, dans le sens où le gain en capital qui était latent reste latent, là, on ne l'a pas encore imposé. Fait qu'au décès du deuxième conjoint, c'est là qu'on paye tout l'impôt latent. Là. OK, on ne sauve pas l'impôt, on le reporte dans le futur. On le reporte. Mais des fois, tu sais, on veut reporter l'impôt autant que possible. Là. Ouais, si je peux payer 300 000 dans 15 ans, je préfère le payer dans 15 ans qu'aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Puis c'est parce qu'on veut aussi, le but de ça, c'est de préserver un peu l'intégrité du patrimoine du couple, là, tu sais. Parce que bon, les gens, ils ont accumulé ça ensemble durant leur vie, puis on veut pas
amputer ça alors que l'autre en aurait peut-être encore besoin pour des soins de santé, par exemple, c'est tout ça, là. Mais ça s'applique pas quand les biens vont aux enfants. Là, il y a pas ça, là. Il faut absolument payer l'impôt sur les biens. Puis là, il peut y avoir différents petits agencements qui sont faits si les enfants sont mineurs, tu sais, tout ça, là, ou s'ils ont un handicap. Là, tu sais, on peut optimiser un petit peu plus, mais reste que l'impôt reste un critère ou un facteur vraiment déterminant, là. Des fois, l'assurance vie aussi, puis là, je continue de parler un peu des façons qui peuvent nous aider à économiser de l'impôt ou à optimiser ça. Ben, l'assurance vie peut être un critère aussi ou peut être un outil parce que le produit de l'assurance vie, quand il nous est payé, ça, c'est pas considéré un revenu au fin de l'impôt. Fait que c'est pas imposable. OK, donc là, si j'ai un client qui me dit, parmi mes objectifs à long terme, j'ai aussi, tu sais, on a nos objectifs de retraite ou quoi que ce soit, j'ai aussi un objectif successoral. J'aimerais léguer 1 million à chacun de mes enfants. Donc, à la place d'essayer de le faire à travers les placements, là, on accumule ça sur 20, 30 ans. Une façon de le faire, c'est d'incorporer l'assurance vie parce qu'il y a moins d'impact fiscal au décès pour laisser ce même 1 million-là. Tout à fait. Puis, dernière chose qu'on fait des fois, puis là, ça, c'est après le décès, ben, c'est que des fois, on va restructurer le patrimoine de la personne pour éviter de payer trop d'impôts, plus d'impôts qu'on est censé. Ça s'adresse pas à tout le monde, là. C'est vraiment un truc plus technique, mais on le voit de plus en plus, il faut dire, là. Les gens qui ont des entreprises, puis qui ont finalement, ce qu'ils possèdent, c'est des actions dans leur société qui opèrent l'entreprise. Mais ça, si on fait pas attention, on fait rien, ça peut être imposé 2 fois, ces actions-là. Une première fois, entre les mains du défunt, quand il y a la disposition réputée dont je parlais. Là, cette valeur-là est imposée une première fois. Et si on fait rien puis qu'on dit, bon, ben, je lègue les actions, je les donne à mes héritiers, puis les héritiers, après ça, ils reçoivent les actions de la société. Là, il y a encore, mettons, des placements dans la société qui sortent ça de la société parce qu'ils veulent l'argent, tu sais. Après, Ou juste payer l'impôt au décès, justement. ouais, ou juste payer l'impôt au décès. Une fois qu'ils sortent, ben là, ils payent encore une fois de l'impôt parce que là, si c'est un dividende ou, tu sais, ou un gain en capital ou peu importe comment ils déterminent comment ils veulent sortir ça, ben, ils sont imposés une autre fois sur la même valeur, là. Dans ces cas-là, ça prend vraiment un fiscaliste qui regarde ça et qui dit, OK, il faudrait restructurer la structure pour éviter ce double impôt-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une planification post-mortem. Et ça, on dit souvent le mot entrepreneur et des fois, ce mot-là, les gens raisonnent pas avec parce qu'ils se disent ça s'applique pas à moi. Mais dans le fond, c'est pas juste les entrepreneurs qui ont une compagnie, ça inclut les docteurs, les médecins incorporés, les professionnels incorporés. Des fois, il y a des consultants en TI qui sont incorporés. Donc, dès qu'on a une compagnie, puis qu'on a accumulé de la valeur dedans, puis on décède, on peut se faire frapper 2 fois en impôt pour la même valeur, comme tu viens de dire. Donc, très important. Ouais, fait que là, tu sais, on avait constitué une compagnie pour sauver de l'impôt, mais finalement, c'est pire que pire, là. On le paye 2 fois, là. Ou des fois, même, dans certains cas, 3 fois. Ouais, 3 fois. Tu sais, on doit vendre les placements dans l'entreprise pour payer le dividende. Le dividende se fait imposer et le dividende est sorti pour payer l'impôt qui est fait au décès à la disposition présumée. Donc, tu sais, je veux bien payer sa part, ça va, mais là, c'est exagéré, là. Ouais. Imaginez que vous gagnez un salaire de 100 000, puis à la place de vous imposer une fois, on vous impose 3 fois cette année. Donc, juste pour mettre ça en perspective, là, on veut éviter ça avec une bonne planification. Oui, là, faut se méfier. C'est le liquidateur qui doit diriger tout ça en contactant les bons professionnels, en se faisant guider par eux, là. C'est sûr, les gens savent pas comment faire ça, c'est normal, mais il faut identifier un fiscaliste, un notaire, un comptable, tu sais, planificateurs financiers sont souvent impliqués dans ça aussi, etc., là. Et le but du podcast, c'est justement pour mettre la puce à l'oreille pour que les gens puissent savoir que c'est pas à eux de comprendre les technicalités de faire ça, mais de savoir que s'ils sont responsables de quelqu'un qui avait une entreprise, juste se dire « Ah, j'avais entendu parler de ça » et puis il y a une certaine planification post-mortem à faire, puis de contacter les bons professionnels. On arrive à la fin, Hugo. Là, on a parlé de plusieurs étapes, plusieurs différentes choses à penser, mais on va dire que là, on a bien fait les étapes, on a suivi ce que tu dis. Et puis là, on est rendu à séparer les biens. Les biens sont séparés, ils sont distribués aux bénéficiaires. C'est quoi le rôle du liquidateur rendu là? Est-ce qu'il se termine? Est-ce que le liquidateur, comment il fait? Est-ce qu'il doit faire quelque chose d'officiel pour fermer la succession? Oui, quelque chose d'officiel. Tu sais, tantôt, j'ai évoqué qu'il devait faire un compte-rendu de son travail une fois par année. À qui il doit faire ça, justement? Aux héritiers, finalement. Les héritiers, c'est ceux qui reçoivent ce qui reste de la succession une fois qu'on a tout payé. C'est eux, finalement, qui ont le droit de recevoir les comptes rendus, savoir comment ça va, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait cette année. Mais une fois qu'on a payé toutes les dettes, toutes les legs, et qu'on a tout désentortillé, et qu'on a fait le cas échéant, tu sais, la planification post-mortem qu'on voulait faire, là, il n'y a plus rien à faire là, pour le liquidateur. Il fait son compte rendu final à ce moment-ci, parce que là, c'est final dans le sens où
il n'y a plus d'opération à faire. Fait qu'il dit, bon, ben, voici ce que j'ai fait de tout le long du règlement de la succession. C'est une reddition de compte finale. Et à ça se joint aussi une proposition de partage. Le but de cette affaire-là, c'est de dire, OK, bon, on a une masse de biens, mais s'il y a plus qu'un héritier, qu'est-ce qui va dans la part de chacun? On fait ce partage-là pour dire, bon, ben, tel héritier va avoir cet immeuble-là, tel autre héritier va avoir des placements. Ça se fait un peu à l'amiable, là, ça, là, normalement, quand ça va bien. Le liquidateur, il fait cette proposition-là aux héritiers, il fait son compte-rendu, les héritiers regardent ça de leur côté, ils disent, OK, ça nous convient, on te donne quittance comme de ton travail, dans le sens où on n'a rien à te reprocher, tu as tout bien fait, on va pas te poursuivre, on s'engage à ne pas te poursuivre pour ton travail. Puis là, ben, s'il obtient ça, les liquidateurs, à ce moment-là, son travail se termine formellement, là. Il cesse d'être liquidateur une fois qu'il obtient cette quittance-là. Et il publie un avis de clôture du compte du liquidateur, encore une fois au RDPRM, pour dire, bon, ben là, on a terminé de régler la succession, on a fait la remise. Vous vous souvenez, là, de là que le 3 ans commence pour dire, ben, s'il y a encore des créanciers de la succession, ils vont avoir ce 3 ans-là pour se manifester. À l'expiration de ce 3 ans-là, c'est fini. On a la proposition de partage, la reddition de compte finale, c'est accepté par les héritiers. Le liquidateur, ben, il fait sa remise, finalement, aux héritiers. Il fait un chèque où il transfère les biens selon les modalités propres aux biens, là, tu sais, puis ça se termine comme ça. Tu as mentionné que c'est l'opportunité ou l'occasion où il y a comme une sorte de confirmation que les bénéficiaires, les héritiers disent on va pas te poursuivre. On va se le dire, là, le liquidateur a une grosse tâche qu'il ne faut pas prendre à la légère. Oui. Donc, justement, est-ce que le liquidateur a des protections s'il n'exécute pas bien ses obligations? C'est quoi les conséquences s'il n'exécute pas bien ses obligations? S'il suit pas les prescriptions de la loi, il fait pas d'inventaire alors que les héritiers lui demandent, s'il paye pas les dettes ou il laisse ça aller, il est négligent, puis qu'il y a un dommage pour la succession, puis c'est de sa faute, ben c'est sûr il peut être poursuivi. Et donc, il faut faire attention. La meilleure protection, c'est de suivre les règles à la lettre. Donc, il y a des risques de poursuite. Il y a aussi le risque qu'on a parlé tantôt, là, que le gouvernement vient avec pour les paiements d'impôts. Oui, mais souvent, les testaments notariés, ils vont essayer on va mettre des clauses pour essayer de diminuer la charge, la responsabilité possible du liquidateur parce que c'est quelqu'un qui nous rend service finalement. Ouais, tout le monde refuserait, là, s'ils sentent que... ouais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on a souvent dans les testaments notariés, puis c'est une plus-value du testament notarié, c'est de encadrer le travail du liquidateur pour que ça soit plus facile. OK. Hugo, c'était vraiment intéressant de survoler toutes les étapes d'une liquidation et toutes les différentes phases et ce que les liquidateurs doivent faire et comment la coordination se fait avec les bénéficiaires, les héritiers. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais des conseils finaux ou juste un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Ben, je vais répéter un peu ce que ton interlocutrice précédente avait dit, que c'est important d'avoir un testament notarié. Ça aide beaucoup, ça simplifie les choses. Mais pour ce qui est du règlement des successions en soi, si les gens se rappellent qu'il faut faire attention de ne pas accepter tacitement la succession par mégarde, surtout si elle n'est pas trop solvable, la succession qu'on ne sait pas, moi, je vais être content. Là. C'est vraiment important que les gens savent qu'il y a tout un ensemble de règles qui s'appliquent au règlement des successions. Des fois, ça peut être simple, puis on essaie que ça soit simple, mais des fois, il faut quand même faire attention. Là. Fait que moi, j'insisterais vraiment là-dessus. Attention à l'acceptation tacite de la succession par les héritiers. Parfait. Ben, merci beaucoup, Hugo, de nous avoir éclairé sur un sujet qui est en général pas très connu. On peut trouver bien des choses sur Internet, mais c'est rare qu'on va aller faire une recherche Google et lire un blog sur les liquidations et les successions. Mais c'est très important de savoir comment ça fonctionne, qu'on a ce rôle-là. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité au podcast. À tous nos auditeurs et auditrices, merci comme toujours pour votre écoute et on se voit dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter l'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.